selon moi, dans la pratique quotidienne, on en fait fi. Dans la réalité d'un procès, la distinction entre une copie certifiée ou un document résultant d'un transfert qui serait documenté. Alors, est-ce qu'un fichier informatique a été copié sur un autre support semblable ou a été imprimé sur papier? Les tribunaux ne se lancent pas dans ces distinctions-là. Et puis, pour le meilleur ou pour le pire, les articles 2841 et 2842 du Code civil et les articles correspondants de la loi sur le Code juridique des technologies de l'information n'ont pas vraiment d'appui jurisprudentiel. Il n'y a aucune décision dont la ratio decidendi repose sur cette distinction-là. Ce que l'on voit dans la pratique, les tribunaux vont vouloir s'assurer qu'un document technologique, qu'on veuille le considérer comme un original ou comme une copie, ou encore un document résultant d'un transfert, ce n'est pas ces distinctions-là qui les préoccupent. Ils veulent s'assurer que le document technologique a vu son intégrité assurée. Et une fois que l'intégrité du document est assurée, eh bien, le but qui est poursuivi par la règle de la meilleure preuve est rencontré. C'est-à-dire que l'on sait qu'on a affaire au document qui a été utilisé, échangé, créé par les parties à l'origine. Et je pense que c'est ça qui est la véritable règle qui est importante et qui est pertinente et bien fondée, à mon sens, dans la loi sur le cadre juridique des technologies de l'information, c'est-à-dire s'assurer de l'intégrité d'un document technologique. Pour le reste, ces notions-là de copie certifiée et de documents résultant d'un transfert, dans la pratique quotidienne, du moins devant les tribunaux, ce n'est pas une réalité qui a fait l'objet d'interprétation et de débat. Peut-être parce que les gens et les tribunaux saisissent mal ces articles-là qui sont quand même assez complexes et qui se retrouvent dans deux lois distinctes, c'est-à-dire d'une part dans le Code civil, d'autre part dans la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Alors, cette espèce de voyagement-là qui doit être fait entre les deux et les difficultés d'interprétation que ça cause ont fait en sorte que ça a été un peu ignoré par les tribunaux qui veulent s'assurer, comme je l'ai dit, de l'intégrité de oui, à mon sens, la distinction entre l'original et une copie qui légalement tient lieu s'estompe, effectivement, pour ne pas dire disparaît avec un document technologique, parce que la loi exige de toute façon qu'on prouve l'intégrité du document. Alors qu'on le qualifie d'original ou de copie ou de document résultant d'un transfert, ce qui sont des questions de toute façon presque ésotériques face au document technologique. Quel est le document technologique original? C'est presque impossible de répondre à cette question-là. Mais à partir du moment où on accepte que l'intégrité du document a été respectée, eh bien voilà, le fondement de la règle de la meilleure preuve est rencontré. C'est-à-dire que l'on sait qu'on fait affaire avec effectivement le document d'origine qui a été créé ou communiqué ou transféré entre les parties. Et c'est ça qui est le point important. Une fois qu'on sait cela, on peut partir du document puis après ça en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent. Alors effectivement, dans un monde technologique, à mon humble avis, la règle de la nécessité d'établir l'intégrité du document technologique suffit pour satisfaire à la règle de la meilleure preuve. Quel est le livre ou l'article que vous nous conseillez de lire en droit des technologies de l'information? C'est une question est difficile, à laquelle il est difficile d'apporter une réponse parce que, étant donné les ambiguïtés qui subsistent toujours aujourd'hui, suite à l'adoption de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information et au très peu de jurisprudence qui a été émise depuis 10 ans pour l'interpréter, on a différents articles excellents qui ont été écrits. Je pense à un du professeur Fabien, évidemment le professeur Ducharme, le professeur Royer, dans leurs livres respectifs sur la preuve, ont des chapitres qui s'attaquent à la question des documents technologiques, mais ils ont peu de matière pour l'interpréter. Et donc, il y a différentes interprétations divergentes qui, à mon humble avis, en tout cas, face à l'ambiguïté de la loi, peuvent se défendre. Je sais, par exemple, que Dominique Jarre et Jean-François Déricault défendent le point de vue que la signification par courriel serait déjà autorisée en vertu de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Moi, je ne pense pas.
Mais c'est bien difficile pour moi de dire aujourd'hui qu'il y a un point de vue définitif ou qui l'emporte clairement sur l'autre parce qu'on n'a pas beaucoup de matière. Donc, au moment où je vous parle de recommander un livre particulier ou un article particulier, c'est très difficile. Et ce que je recommanderais, eh bien, c'est de consulter le site web qui est mis en place avec l'Université de Montréal et le ministère de la Justice notamment, et où apparaîtra cette capsule vidéo parce qu'il va y avoir beaucoup de contributions et de blogs pour essayer de mettre de la matière sur cette loi-là. Je pense que ça peut être effectivement très profitable. Ben moi, j'aimerais qu'on me pose la question, comment faire en sorte que ce domaine du droit, des technologies de l'information, de leur application et de leur recevabilité en preuve en droit civil, comment est-ce qu'on pourrait faire que ce domaine de droit-là se développe? Parce que malheureusement, on s'aperçoit depuis 10 ans que depuis l'adoption de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, la loi est très peu connue et très peu interprétée. Ce qui fait que c'est un domaine qui demeure en besoin de substance. On a besoin de mettre de la viande sur cette os-là. Et je pense que la raison pour laquelle on en est là, c'est que la loi, de la façon dont elle est rédigée, est très difficile d'approche pour quelqu'un qui n'en fait pas son quotidien. Je suis l'un de ceux qui s'est beaucoup intéressé à la question, alors moi je peux aborder cette loi-là puis l'analyser simplement à cause du temps que j'y ai passé. Mais c'est un investissement qui est considérable et la réalité est qu'on ne peut pas demander à nos tribunaux de devenir des spécialistes de toutes et chacune des lois qui sont écrites. Alors, je pense qu'il y a un effort de simplification qui est requis dans cette loi-là et qui pourrait donc être amendé en conséquence, ce qui serait un exercice, je pense, qui est faisable. Et aussi, je dirais, pour certaines dispositions, un effort de correction. Parce qu'il y a certaines erreurs, à mon sens, juridiques dans cette loi-là, notamment en ce qui concerne la présomption de l'intégrité de documents technologiques à l'article 7, et qui causent beaucoup de difficultés à ceux qui s'attaquent à la loi pour la première fois. Alors, si on était disposé à faire les amendements appropriés à la loi pour essayer de la resserrer, pour essayer de la corriger et surtout de la simplifier, je pense que les tribunaux et les plaideurs auraient beaucoup plus de facilité à l'aborder et donc à la plaider, à l'interpréter. Et là, on commencerait à créer un corpus jurisprudentiel québécois sur l'utilisation des technologies de l'information. Avant qu'on fasse ça, c'est sûr que la création d'un site web comme celui qui est en place avec l'Université de Montréal est un outil de vulgarisation qui va aider à la propagation de la loi, de simplement savoir qu'elle existe. Plusieurs avocats ne savent pas encore qu'elle existe. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Et c'est un effort qui est tout à fait louable et qui est excellent. Mais je pense qu'au-delà de cet exercice de vulgarisation et de diffusion de la loi, il faut aussi considérer des amendements qui peuvent être ciblés. Il ne s'agit pas de tout mettre aux ordures, il s'agit de l'amender et il s'agit de la corriger là où elle doit l'être. Et je pense que ça permettrait beaucoup de faire progresser ce domaine du droit au Québec.